Bonjour Florent Parmentier. Bonjour. Vladimir Poutine préside depuis ce jeudi 27 juillet un sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement du continent ont fait le déplacement dans la ville. Plusieurs articles de presse ont souligné que ce chiffre d'une vingtaine était moins important que ce qu'espérait le président russe. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, ça? Alors, si l'on compare avec le premier sommet Russie-Afrique s'était déroulé à Sotchi en 2019, alors il faut observer qu'en effet, le nombre de chefs d'État est inférieur aujourd'hui par rapport à 2019. Mais ce qu'il faut voir, c'est regarder en fait le nombre d'États qui participent, alors même, le chef d'État qui participe, alors même que la situation géopolitique, les tensions internationales ne sont plus du tout comparables avec celles de 2019. Et donc, on peut observer, par exemple, eh bien que certains États qui ont manifesté leur soutien à la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine, ou en tout cas ont été très tièdes dans leur condamnation de l'action de la Russie, ne sont pas nécessairement présents, c'est-à-dire que il y a eu une pression de la part des États-Unis, de la part des Européens, pour qu'un certain nombre d'États africains ne participent pas au plus haut niveau à ce sommet. Donc, s'il fallait dire est-ce que Vladimir Poutine aurait souhaité davantage de chefs d'État présents, la réponse est oui. Si on regarde en revanche le nombre d'États présents africains, il faut observer que sur les 54 États africains, il y en a 49 qui ont été représentés à un degré ou un autre. Donc globalement, on peut regarder effectivement la chose soit de manière vers à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Cette réunion intervient donc au moment où Moscou vient d'abandonner l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales vers l'Afrique. Abandon de cet accord qui risque de mettre en danger la sûreté alimentaire de plusieurs pays africains. Vladimir Poutine a donc annoncé lors de ce sommet que la Russie allait offrir des céréales à ses plus proches alliés, soit 6 pays africains, donc il devrait être compris entre 25 000 à 50 000 tonnes de céréales. On le sait bien, pourtant la gratuité, ça n'existe pas. Un vieil adage qu'on apprend dans n'importe quelle école de commerce dit que si c'est gratuit, c'est vous le produit. On imagine donc que ces livraisons de céréales vont sans doute nécessiter une contrepartie de la part de ces États africains. Il faut observer deux choses. D'abord que des céréales comme le blé sont fondamentales à l'équilibre d'un certain nombre, équilibre politique d'un certain nombre d'États, de manière à assurer leur sécurité alimentaire. On pense aux États d'Afrique du Nord, aux États du Moyen-Orient, mais c'est également vrai des États africains. Donc, naturellement, l'impact du blé, sachant que les plaines russes et ukrainiennes étaient parmi les plus productives du monde. On peut dire à ce niveau-là qu'il y a j'allais dire, une spécificité russo-ukrainienne. Dès 1917, l'Empire tsariste était le premier exportateur mondial, producteur et exportateur mondial de blé. Il faut observer que depuis quelques années, la Russie a repris ce rôle et l'Ukraine également. Alors quand on sait effectivement les conséquences de l'accord sur les Ukrainiens, naturellement il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a l'élément céréalier, de la livraison de blé, et puis il y a la livraison, un autre aspect, des engrais, notamment à base d'azote, dans laquelle la Russie est également très très présente. Donc, si l'on regarde un petit peu les objectifs de la Russie derrière la livraison gratuite de ces accords, il y a une volonté de peser diplomatiquement. Car derrière le sommet Afrique-Russie, l'important pour la Russie est cette capacité finalement de montrer que ce n'est pas un État paria et certainement pas un État isolé, et que par ailleurs, en dehors des Européens et des Américains, mais que dans le reste du monde, les opinions publiques sont beaucoup plus partagées, les diplomaties sont également beaucoup plus partagées. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, un surplus diplomatique, et d'un point de vue économique et surtout de relations politiques, eh bien, qui assure la sécurité alimentaire des États africains, pourra obtenir des formes de soutien et de coopération. Donc ce qu'on voit, c'est que la Russie est déjà très présente en termes sécuritaires en Afrique, voire la présence de Wagner. Elle est extrêmement présente également avec Wagner dans la présence des matières premières, de la gestion d'un certain nombre de matières premières africaines. Cette fois-ci, ce que la Russie essaie de faire, c'est en gros nourriture contre soutien diplomatique. Et c'est à ce titre qu'elle a lancé ce forum maintenant avec ces objectifs-là. Autre point, à présent, Vladimir Poutine a mis en avant les initiatives de paix émanant des pays africains concernant le conflit russo-ukrainien. Je cite, cela signifie beaucoup car avant les missions de médiation étaient monopolisées par des pays ayant soi-disant une démocratie avancée. Maintenant l'Afrique est aussi prête à résoudre des problèmes semblant hors de sa zone d'intérêt prioritaire.
Alors évidemment, ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur le fait que la Russie cherche à reprendre un peu sa place sur la scène internationale. Mais vous, comment vous les interprétez, ces propos? Il y a dans le discours de Vladimir Poutine plusieurs éléments à souligner. Je pense que l'un des éléments importants, c'est d'abord la critique récurrente de la diplomatie russe, de ce qu'ils appellent le deux poids deux mesures de la part des États occidentaux, européens et américains compris, à savoir finalement l'idée selon laquelle ce sont les Occidentaux qui doivent donner les règles du jeu économique, donner les règles du jeu politique. Et donc on imagine effectivement des États européens se pencher au chevet de l'Afrique pour régler tel ou tel problème, mais la guerre en Ukraine a fait émerger une autre situation dans laquelle les États africains se coordonnent et ont organisé une visite récente en Ukraine puis en Russie, avec des sortes de conflits de loyauté entre différents principes, principe d'intangibilité des frontières, principe de souveraineté, qui conduirait assez logiquement les États africains à condamner l'action de la Russie, et puis de la part des opinions publiques africaines notamment, l'idée selon laquelle, mais finalement, ce qu'on reproche à la Russie, les autres États européens, américains, ont fait largement pire vis-à-vis du continent depuis fort longtemps, avec une idée aussi qui est présente notamment dans un pays comme l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a été prix Nobel de la paix bien sûr, mais prix Lénine de la paix dans les années 1950, là où les États-Unis l'ont finalement toléré sur leur territoire en invalidant le qualificatif de terroriste qui lui était appliqué seulement dans les années 90. Donc il y a une histoire longue de la Russie en Afrique qui passe par l'idée selon laquelle la Russie a été un contre-pouvoir ou une contre-puissance au sein des puissances européennes et américaines qui ont essayé de tirer le meilleur parti du terrain de jeu africain. Cette mémoire longue existe et donc la Russie essaie, et Vladimir Poutine a essayé d'activer cette carte-là. La Russie essaie de jouer comme un État finalement qui est assez peu présent en termes d'investissement direct à l'étranger en Afrique. C'est peut-être seulement 1% des investissements étrangers en Afrique, mais néanmoins elle est très présente sur des questions de sécurité. Elle sera très présente sur des questions de diplomatie et des questions alimentaires. Écoutez, ça fera office d'une conclusion. Merci beaucoup Florent Parmentier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Eh bien écoutez, de rien. Au revoir.